Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. 1 heure de débat sur l'actualité économique du jour et même, puisque nos invités sont compétents pour le faire aujourd'hui, actualité macroéconomique. On va faire un peu de macro. Denis Ferrand est là avec ses graphiques, c'est génial, j'adore à chaque fois. Permet de poser les choses, situation des entreprises, situation quand même, et on en parle assez régulièrement, quand même très étrange dans laquelle on est en ce moment. Voilà, sinon, crack obligataire, situation en Europe, tiens, et puis effectivement au cœur de la majorité des députés. À la limite, c'est pas tellement pour le poids politique qu'ils ont, parce que je ne crois pas que ça ait le moindre effet. C'est juste qu'ils posent une question économique en France qui revient très régulièrement autour de la politique de l'offre. Les allègements de charges sur les bas salaires, j'ai l'impression, sur les hauts salaires. J'entends parler de ça depuis au moins le rapport Gallois et sans doute avant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Denis Ferrand, donc, et son PowerPoint. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. DG de Rexecode. Clément Henrat. Salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'économie à la Sorbonne, à Sciences Po. Tu les fais toi-même les PowerPoint, oui, Denis? Tout à fait. C'est ça. Comme Philippe Wechter. Ouais. Non, il n'y a que comme ça que tu arrives vraiment à saisir ce qui est en train de se passer. En fait, si tu n'as pas le nez sur les données, tu évites un peu entre ciel et terre. Nous aussi, on les fait. Mais oui, mais alors je ne les vois pas, il faut me les envoyer, Anne-Sophie, avec plaisir. Ah ouais, non, mais moi je mange du PowerPoint, je suis tout à fait d'accord avec Denis, c'est la preuve par l'image. On travaille sur de la matière, et en fait, si tu la saisis toi-même, cette matière, je pense que c'est très important. Et en fait, sur la conjoncture, avec ce qui se passe sur tous les marchés, notamment sur ce qui se passe sur l'énergie en ce moment, c'est quand même simplement hallucinant. Donc tu dois être tous les jours dessus à scruter ce qui est en train de se jouer. Après, tu connais la fameuse phrase de James Mattis, qui a été ministre de la Défense de Donald Trump, au tout début de Donald Trump, là, celui qui avait été surnommé Mad Dog, et qui était commandant en Afghanistan, et qui avait dit le PowerPoint est le pire ennemi de l'armée des États-Unis. Parce que disait-il, tu rentres pas l'Afghanistan dans un PowerPoint. Ouais. Impossible. Voilà. La complexité de l'Afghanistan ne rentre pas dans un PowerPoint. Or, les gars veulent que ça rentre dans un PowerPoint. Et donc, en fait, tu ne résous pas. En fait, on te fait quand même des PowerPoints, tu vois, sur l'Afghanistan. Or, on ne devrait pas. Et donc, on essaye de travailler sur ces PowerPoints ensuite, alors qu'ils ne rendent pas compte de la complexité de la situation. C'était intéressant. James Mattis qui avait joué un rôle... Non, mais qui avait joué... Pardon, je raconte... mais qui avait joué un rôle super important. Mais oui, parce que... Non, c'était un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les débuts de Trump. Et il y a un certain nombre de gars qui avaient été, en fait, quelque part en mission autour de Trump, qui avaient accepté... Il y avait notamment aussi son ministre de l'économie de l'époque, dont j'ai oublié le nom, son conseiller économique, dont j'ai oublié le nom, et qui avait accepté d'être autour de Trump pour essayer de limiter les dégâts. De canaliser. Et de canaliser, etc. et tout. Et il y avait eu, et il avait craqué, je crois, au bout de 2 ans, quoi. C'était vraiment pas possible, mais c'était intéressant. Bon, c'est parti. Entreprise sous surveillance. Donc, effectivement, grâce à ces PowerPoint, Denis, on a pas mal d'informations. Tu nous apportes, et Rexecode nous apporte pas mal d'informations sur, je dis donc, ambiance très étrange. On avait le climat des affaires en octobre, il est stable. Toi, ce que tu retiens en premier, on va voir ça, c'est les records d'embauche en septembre. Donc on va voir ça. Pourquoi est-ce que... Vas-y, dis-nous un petit peu. Voilà, le graphe est très parlant. Sur 800... Et d'ailleurs, ça me permet... Oui, j'ai mis un tweet parce que... allez suivre le compte de Denis Ferrand pour être informé en temps réel. Anne-Sophie, tu envoies tes graphes aussi sur ton compte Twitter? En effet, je le sais sur LinkedIn. Il faut le faire. Tu as raison. Ouais. Oui, 883 000 embauches en septembre, 883 000 embauches en CDI et en CDD d'au moins 1 mois. Ouais. C'est ça, c'est la donnée de l'URSSAF qui est vraiment de la donnée très objective. C'est vraiment du dur. Donc tu as le climat des affaires, effectivement, qui est plutôt bon, mais j'aime bien aussi quand même à un moment aller confronter avec le dur. Et
le dur, en fait, une interprétation que l'on peut avoir quand on essaye de réconcilier le climat des affaires et l'appréciation quantitative donnée par les embauches, c'est l'effet d'anticipation peut-être de choc à venir de la part des entreprises. Ce que je trouve très frappant dans les enquêtes de climat des affaires, c'est notamment l'opinion sur les stocks que retiennent les chefs d'entreprise. Jamais les stocks n'ont été aussi remplis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les contraintes d'approvisionnement se sont allégées. Et dans le même temps, les entreprises voient encore de la demande, mais surtout, elles anticipent qu'elles vont avoir un énorme problème de prix de l'énergie. Et donc, elles se sont dit, tout ce que je peux produire d'ores et déjà, et je peux le faire maintenant que les contraintes sont un peu moins fortes, les contraintes d'approvisionnement, ça fait déjà plusieurs mois quand même qu'elles se sont un peu allégées, tout ce que je peux produire, je le fais tout de suite. Et pour produire, certes, il me faut de la matière, mais il me faut aussi des personnes qui sont sous-jacents. D'ailleurs, dans les embauches, ce sont plus des embauches de CDD de plus... C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Qui ont plutôt augmenté plutôt que les CDI. Alors que la part des CDI était en augmentation jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Donc là, tu as un petit recul qui est intervenu. Ce qui valide d'ailleurs ton explication. C'est une interprétation, plus qu'une explication, parce qu'on est effectivement dans un moment qui est très étrange, où quand tu regardes les indicateurs de climat des affaires, et ce matin est notamment tombé l'IFO allemand, il est vraiment catastrophique du point de vue des anticipations, mais pas forcément de l'appréciation de la situation immédiate. La situation courante est certes pas terrible, mais c'est pas de la catastrophe. En tout cas, on est dans des eaux que l'on a déjà connues par le passé, qui sont plutôt cohérentes avec une faible progression ou une faible contraction de l'activité. En revanche, vraiment, l'anticipation, elle est très, très mauvaise. Et donc, c'est un peu cette inquiétude qui amène peut-être les entreprises à se dire, bon, écoute, tout ce que j'ai pu faire, ben voilà, je l'ai fait, je l'ai passé. Je ne sais pas combien ça me coûtera en électricité pour produire dans 3, 4, 6 mois. Et, donc, je commence à savoir, parce qu'ils sont obligés de signer quand même tout cela. Enfin, il y a beaucoup de renouvellements qui se font à 300, 350, 400 euros le mégawattheure. Ah oui, parce que donc, à peu près 5-6 fois ce qu'était le contrat d'avant. Voilà, quoi. Actuellement, c'est très intéressant de regarder le comportement du prix spot et du prix à 3 mois sur l'électricité. Tu as 300 euros le mégawatt d'écart entre les deux. Et ce, depuis maintenant à peu près une quinzaine de jours. Le prix spot est en train de reculer très fortement parce qu'il y a une très forte baisse des prix du gaz, parce que les stocks sont partout remplis et que les méthaniers klaxonnent à l'entrée des ports pour pouvoir aller délivrer leur gaz, leur GNL. Mais, et donc ça a des conséquences, ça a des répercussions. Maintenant, on connaît tous les mécanismes qui lient le prix du gaz et le prix de l'électricité avec la dernière unité appelée. Donc le prix de l'électricité en spot est en train de reculer très fortement, mais le prix à 3 mois, lui, ne bouge pas. Il reste à des niveaux qui sont très élevés. Or, les contrats vont être calés sur des prix à terme. Et donc, on a encore une très forte incertitude sur le prix qu'il va falloir vraiment payer l'an prochain pour avoir de l'électricité. Anne-Sophie ? Nous, on fait une enquête aussi, mais surtout sur en effet, les PME et les ETI, au niveau des anticipations, justement. Donc, voilà comment est le climat des affaires aujourd'hui au moment T et comment vous anticipez 2023. Donc, on voit en effet la même chose sur cette dichotomie entre la situation actuelle et ce qui est anticipé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des différences quand même par secteur. Donc, ça, c'est quand même l'élément assez intéressant. On va le voir pour aussi. L'industrie, on voit vraiment qu'il y a une très forte anticipation sur les prix de l'énergie. Donc, plutôt des commandes qui sont bonnes parce qu'on est toujours en fait sur une demande qui existe avec le quoi qu'il en coûte et on n'est pas cette année sur une récession. Donc, la demande est là. Donc, on voit là, il y a vraiment des stocks et l'idée de se dire, voilà, en effet, on produit tout ce qu'on a produit et on stocke. Et par contre, dans tout ce qui est vraiment activité de service, là, vraiment, la grande difficulté reste l'embauche, reste le capital humain qui est toujours très difficile à avoir. Les coûts qui augmentent, c'est vraiment au niveau des salaires. C'est vraiment ça leur sujet. Et se dire, on n'a pas assez par rapport au travail que l'on va avoir. Alors, on reste prudent parce qu'on a des anticipations l'année prochaine qui sont négatives, mais quand même, on voit pour les secteurs dans les services, et bien sûr, on l'a toujours cité, hébergement, restauration, construction, aide à la personne, on reste avec des énormes problèmes de pénurie qui vont continuer l'année prochaine au niveau des taux de chômage, et on a pourtant des augmentations qui sont tout à fait significatives. Mais en plus... 10%. Donc, on a vraiment une dichotomie quand même industrie salaire. Là, c'est vraiment pour les PME et pour les petites entreprises. La démographie est bien plus fiable que les prix du gaz. Les difficultés de recrutement, les difficultés d'embauche, elles sont structurelles. Oui. Donc, on comprend qu'ils prennent des paris. L'année prochaine, étant donné qu'on a quand même un très fort ralentissement de la croissance, on pourrait dire qu'il va y avoir un tassement sur le marché de l'emploi, et donc on aura des difficultés qui seront moins importantes, ou en tout cas avec des entreprises qui vont peut-être freiner leur embauche. Et pour l'instant, c'est pas en tout cas ce qu'on voit dans les baromètres. Vas-y. Sur les prix des contrats, effectivement, on entend des exemples d'entreprises qui se voient proposer des augmentations de prix dans un facteur 20, quelquefois, par rapport à... Tu sais que RTE a envoyé un petit guide très précis. Alors, il faut... je dis ça à ceux qui se posent la question, ils le trouveront, RTE. Une fourchette de prix acceptable, en gros. Voilà. Alors...
De tête, c'est quelque chose qui va de 400 à 600 euros le mégawattheure. Mais en gros, si on vous propose au-dessus de 600 euros le mégawattheure, signez pas, vous trouverez en dessous. Voilà le message à peu près qu'envoie RTE. Mais par rapport à 2019, si on est entre 400 et 600, tu es dans un multiple de 5 à 8. Voilà, c'est ça. Grosso modo. Donc, on a calculé quelle serait l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité qui ferait que l'industrie passerait d'un EBE très positif. En gros, l'excédent brut d'exploitation que faisait l'industrie en 2019, c'était quelque chose comme 95 milliards d'euros. Il faudrait qu'il y ait une augmentation un facteur de 9. Donc on multiplie les prix de l'électricité et du gaz par 9 pour que l'excédent brut d'exploitation à hauteur de 94 milliards d'euros devienne un EBE nul. C'est sous l'hypothèse où on répercute 50% de la hausse des prix du gaz et de l'électricité dans les prix de vente. Donc on voit que les ordres de grandeur qui sont évoqués par RTE, situés dans un multiple de 5 et de 8, tu commences quand même à t'approcher assez dangereusement du moment où ton EBE est quand même sacrément abîmé. Bien sûr. Et tout dépend, bien entendu. Surtout, mais ça on va en parler tout à l'heure, surtout quand ton concurrent américain, lui, il n'a pas du tout les mêmes hausses. Voilà, il n'a pas du tout les mêmes. Clément ? Oui, moi, ce qui m'a frappé effectivement dans le graphique de Denis, c'est qu'on a beaucoup parlé ici effectivement des difficultés d'embauche et qu'à l'évidence, malgré les difficultés d'embauche, il y a quand même des chiffres très élevés sur ces embauches. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, d'un point de vue un peu plus théorique, ça c'est pour te plaire, Stéphane. Mais tu sais, j'adore. Ce qui est un peu curieux dans la période qu'on vit, c'est que globalement, la plupart des modèles qu'on utilise résonnent pas avec ce type d'anticipation. On a plutôt cette idée globalement que quand les anticipations sont pessimistes, la variable qui est corrélée à l'anticipation devient négative. Ici, par exemple, les embauches. Et globalement, c'est vrai que dans la plupart des gros modèles, des SGE, etc., il y a quand même assez peu d'explications possibles d'un pessimisme généralisé des entreprises qui serait associé à une augmentation des embauches. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et ce que montre... Tu veux dire qu'il y a une... Et ça, on en avait déjà parlé, il y a une décorrélation qui se confirme entre le PIB et l'emploi, quoi. On va le dire à peu près comme ça. Effectivement. Décorrélation... Pas totale. Pas totale, mais il y a quelque chose, quoi. Oui, et voilà. Tout de la même valeur qu'auparavant, effectivement. Parce qu'il y a un stock de demande, en fait, qui est excessivement important, dû à quand même toutes les liquidités qu'on a injectées pendant le Covid et qu'on continue. Parce que c'est ça aussi, ce qui est paradoxal dans la situation, c'est qu'on a une politique monétaire qui n'est plus accommodante, mais une politique budgétaire qui le reste, et qui le reste quand même dans des proportions assez impressionnantes. Donc on n'a pas ce policy mix classique de, on veut baisser l'inflation, on augmente les taux d'intérêt et on essaie d'avoir une politique budgétaire beaucoup plus restrictive. Là, non, on continue de faire... C'est exactement, on continue de faire du stimuli budgétaire. Le monétaire qui était très expansionniste, c'est le budgétaire qui était à peu près normal, et là c'est plutôt l'inverse. Ce qui pose d'ailleurs la question de la crédibilité de la politique monétaire, parce qu'objectivement... Attends, chaque chose en son temps. Non, mais on va y aller, on va parler du track obligataire. Non, mais on va parler du track obligataire, on va y aller. Restons sur l'idée des entreprises. Effectivement, alors là, j'ai pas mis les graphes, mais je les ai regardés, tu me les as envoyés. Dégradation de la situation financière des entreprises, quand même, ça c'est assez clair. La période d'euphorie de cash post-Covid est derrière nous. On est en train de et on est retombé, d'ailleurs, je vois tes graphes, on est retombé sous la moyenne basse, même, sous la moyenne long terme, en ce qui concerne la situation de trésorerie. En même temps, quand il y a 6% d'inflation, la trésor est plus compliquée à gérer, quoi, on va le dire comme ça. Et puis, de toute façon, elle s'érode spontanément, parce que la trésor, jusqu'à présent, elle était quand même massivement placée en détention, en cash. Et donc, même si tu as un peu de remontée des taux d'intérêt sur des dépôts à terme, il n'empêche que ça ne te fait pas la maille par rapport à l'inflation. Autre chose qui t'intéresse, c'est, on va voir ce graphe-là, tu me l'as mis en avant, la différence entre liquidation et procédure de sauvegarde. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Donc on voit assez nettement les liquidations qui remontent, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, on n'est même pas encore revenu sur les chiffres classiques qui sont, je parle sous votre contrôle, c'est 50 000 par an à peu près. C'est à peu près ça. À peu près, et là on reste en dessous. On reste en dessous. Mais qu'est-ce qui t'intéresse là dans l'idée des procédures de sauvegarde aussi qui remontent? En fait, les procédures de sauvegarde, quand tu regardes, tu as trois manières. En fait, c'est soit tu es en procédure de sauvegarde, qui est la procédure d'anticipation de difficultés des entreprises, et en fait, tu vas mettre les entreprises dans un processus où tu peux commencer à restructurer des échéances de paiement. Ou alors tu as des procédures de redressement. Là, c'est que tu es passé dans un stade consécutif. La sauvegarde est en anticipation. Le redressement, c'est que tu as constaté un défaut de paiement et donc tu vas essayer de redresser l'entreprise. Et ensuite, il y a la procédure de liquidation. Donc la liquidation, c'est vraiment ce qui vient à terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre de procédures de sauvegarde est désormais repassé au-dessus du niveau de 2019. Ce n'est pas le cas pour les liquidations, mais qui viennent en fin de course, si tu veux. Les sauvegardes anticipent un petit peu les étapes
que tu peux avoir sur le comportement, sur la régularisation de la vie et de la mort d'une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plus tu prends tôt les difficultés des entreprises, notamment à travers des procédures de sauvegarde, et que tu mets en place des rééchelonnements de dettes, enfin que tu te mets dans un processus de restructuration, plus tu évites la disparition des entreprises. Donc le fait que les procédures de sauvegarde augmentent, c'est cohérent avec la fragilisation de la situation de trésorerie des entreprises. C'est tout à fait normal que l'on voit ceci. Le fait que ça soit pour l'instant que de la sauvegarde, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Espérons, il faudra voir maintenant le taux de transition de la sauvegarde vers de la liquidation. Ce qui est cohérent avec ce que nous disait, puisqu'on a 2 juges au tribunal de commerce qui viennent nous voir régulièrement, Nicolas Mérindol qui est à Marseille et Patrick Sayer qui est à Paris, et les 2 nous confirmaient qu'il y avait, alors je ne sais plus quel est le terme exact, peut-être que toi tu le connais Denis, des consultations. Les chefs d'entreprise, en fait, sont beaucoup moins réticents à pousser la porte du tribunal de commerce simplement pour ouvrir leur dossier devant des juges, en fait. Enfin, justement, c'est pas des juges, c'est devant des conseillers, on va le dire comme ça. Voilà, devant des conseillers, chefs d'entreprise pour la plupart, pour avant d'en arriver à la procédure justement collective, essayer de discuter, de voir ce qui pourrait être fait, en fait, notamment avec les créanciers. Tu vois, ça participe à tout un ensemble de petites musiques qui s'est mise en place quand même, qui est un peu des mouvements à bas bruit, qui est le fait que tu as le droit à la seconde chance, enfin que ce soit beaucoup moins victimisant pour un chef d'entreprise désormais d'échouer dans un projet entrepreneurial que cela n'était le cas il y a quelques années. Je pense que c'est aussi un peu l'ombre portée de cette petite musique qui a changé dans le paysage. Pas faux. Ça, c'est plutôt positif. Ah, mais formidablement positif. Mais d'ailleurs, vas-y Clément. Pour ce que disait Denis, moi ça me rappelle la conversation d'il y a 2 minutes. Il y a quand même eu une annonce de la ministre Pannier-Runacher sur la possibilité pour l'État de venir en aide aux entreprises, à certaines entreprises dans le financement du coût de l'énergie. Il n'est pas dit que ce soit pas sans conséquence sur la variation du nombre de liquidations, ou en tout cas peut-être l'atténuation de certaines difficultés des entreprises, puisque là, on sait que c'était quand même ciblé sur les petites entreprises. Alors, ciblé sur... Oui, donc là-dessus, 7 milliards d'euros, juste pour être précis... En plus, on a discuté hier avec la vice-présidente de la CPME en charge de l'ensemble de ces questions. Donc, le dispositif est loin d'être, pour l'instant, gravé dans le marbre. L'idée, donc, on reste quand même sur une aide pour les entreprises dont la facture d'énergie ou d'électricité, je ne sais plus, mais enfin, bon, bref, dont la facture serait supérieure à 3% de leur chiffre d'affaires, quand même. Les TPE, elles ont le bouclier qui profite aux familles, aux ménages, etc. Donc elles ne sont pas dedans. Donc effectivement, c'est les PME. Et globalement, donc, seraient éligibles à l'aide les entreprises qui ont signé des contrats au-dessus de 325 € le mégawattheure. Mais dans le même temps, et ça va nous amener au crack obligataire et à la politique monétaire, le maire dit moi j'ai une enveloppe de 10 milliards, et c'est une enveloppe fermée. Pas de position ouverte dans le budget 2023, on ne peut pas se le permettre, ce sera 10 milliards, pas 1 milliard de plus. Donc on est quand même dans un flou total. En plus, quand tu vois l'évolution des prix du gaz, effectivement, cette histoire de au-dessus de 180 € le mégawattheure, on va subventionner, enfin, on ne peut plus vendre d'électricité au-dessus de 180 € le mégawattheure. Et sinon, on récupère, enfin, ce sont les États qui récupèrent le surplus. Mais oui, et puis surtout, si tu ne peux plus vendre d'électricité au-dessus de 180 € le mégawattheure, je ne crois pas que tu vas la produire. Donc je ne vois pas où les États vont aller récupérer ces fameux dizaines ou centaines de milliards. Enfin, voilà. On est quand même dans une grande confusion. Il est quand même dans son rôle de dire ça, parce que c'est vrai que sinon il y a l'idée de dire, on va refaire du quoi qu'il en coûte comme avant. Tout à fait. Donc on sait très bien quand même ce qui se passe aussi au niveau des partenaires européens. Il faut que les entreprises s'adaptent un petit peu aussi, il n'y a pas que l'État qui grâce. Voilà. Pendant 2 ans, on vous a quand même donné beaucoup en termes de quoi qu'il en coûte. On a vu quand même dans les taux de marge qui avaient aussi beaucoup augmenté en 2021. Donc aussi, l'effort est partagé. Donc moi je trouve qu'il est plutôt dans son rôle d'avoir ce genre de discours. Si tu disais, mais à un moment, les vannes sont ouvertes, tu serais le premier à dire quand même on continue à quoi qu'il en coûte, beaucoup trop coûteux. Ah mais je te le confirme, Anne-Sophie. Et ça, il va le confirmer. Ça. Ah oui. Ah non, mais à un moment, il faut que ça... Ah non, mais enfin, je crois qu'on est tous d'accord, à un moment, il faut que ça s'arrête. J'ai presque envie de te dire, j'inverserai le quoi qu'il en coûte. À un moment, il faut que ça s'arrête quoi qu'il en coûte. Tu nous as pas encore parlé d'état nounou. Non, j'utilise assez peu, moi, ce terme. Mais non, mais ça nous ramène à la discussion mais qu'on avait peut-être eu ensemble et que j'ai eu en recevant ici le directeur général de l'URSSAF.
à un moment, l'URSSAF va recouvrer ses créances. Ça y est, c'est fini. Il faut y aller. L'ensemble des avis sont partis. Les entreprises savent à quoi s'en tenir. Et alors, il va y avoir des étalements, il va y avoir tout ce qu'on veut, mais ça y est, c'est parti, quoi. Ouais, voilà. Début 2023. Oui, et puis ça a déjà commencé. Si vous tenez pas, vous tenez pas. Il faut, et la phrase du directeur général de l'URSSAF était là-dessus assez claire, rétablir une situation de saine concurrence. Oui. Et puis de Mais saine concurrence. De saine concurrence. Et éviter quand même la zombification d'une partie des entreprises. Exactement. Qui était quand même le cas pendant survivre le quoi qu'il en éternellement. coûte. Oui, bien on sûr. a un stock d'entreprises qui n'est pas parti avec le quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai que là aussi, il faudra faire attention aux chiffres l'année prochaine si on a des fortes hausses. Il y a aussi un stock d'entreprises qui aurait dû disparaître dans la normalité, qui n'a pas été le cas. 40 000, on dit, c'est un chiffre que tu confirmes, Denis. Moi, c'est le chiffre que j'ai vu du cabinet Asterès, tu sais. J'ai pas d'idée précise sur le chiffre. La Banque de France est assez optimiste. Je dis, il n'a pas tant que ça. Je sais que voilà, il y avait une intervention de Villeroy de Gallo qui disait bon, il n'y avait pas vraiment eu de zombification. On va pas s'attendre. Moi, j'ai vu passer ce chiffre de 30-40 000 entreprises en trop. Non, c'était plutôt au niveau de 30 000. Mais après, ça dépend qu'est-ce que tu mets, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de dire. Si elles n'avaient pas été aidées, elles auraient disparu. Avec voilà, le quoi qu'il en coûte, ça a quand même mis beaucoup de flou par rapport aux indicateurs classiques. Mais c'est surtout pour faire attention quand l'année prochaine, si on a des augmentations, il y aura peut-être ce petit stock qui va partir, et en fait c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on rentre dans une normalisation. Et là, Anne-Sophie, peut-être ne pas forcément crier au loup en disant regardez les chutes. C'est ça qui va se passer, Anne-Sophie. Je Donc sais, on va c'est pour ça que vraiment je le avoir dis. besoin de toi. Je l'ai raconté, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, ouverture du journal de 7h30 d'RTL, donc un truc quand même assez massivement écouté. Donc on voyait les chiffres de défaillance qui repartaient. Voilà. Et les gars, ça y est, on était en guerre, quoi. Enfin, Exactement. ils nous vendaient C'est ça pour comme. qu'il Et donc, faut- Faut se calmer. L'explication, Faut se voilà, calmer il faut sur se les calmer. défaillances. Denis, Anne-Sophie, vous qui allez dans les grands médias, il faut vraiment expliquer le truc. Pas en encore, revanche, Clément. Non. Je travaille pourtant à ta percée médiatique, mais. En revanche, peut-être un point là-dessus. Ce qui ne se voit pas, en revanche, c'est la disparition, enfin, c'est les radiations d'entreprise. Et les radiations, donc, quand tu vas consulter le greffe du tribunal de commerce, que tu récupères les séries, tu peux les récupérer jour par jour quasiment. Tu es à 37% d'augmentation du nombre d'entreprises qui se sont radiées par rapport, enfin, le niveau que tu as sur les 9 premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2019. Mais qu'est-ce que ça là, veut les dire, radiations, en fait, ce sont les entreprises qui simplement n'ont pas de problème de bilan, mais c'est des entreprises qui arrêtent tout simplement leur activité. Ou qui changent Parce de que- statut. Non, pas forcément. Non, ce sont des entreprises qui... Si tu qui fais des organisent- arbitrages fiscaux et que tu dois changer de statut pour passer de l'un à l'autre, etc. Ouais, tu mais peux il y a avoir- pas de- non, il y en a pas tant que de ça. raison que cela soit aussi important en D'accord. l'espace d'aussi peu de temps. En fait, tu n'as pas beaucoup de défaillances parce que la défaillance, c'est ce qui t'amène à un contentieux. Oui. Et en fait, on a tout fait pour évacuer le contentieux au travers. Des D'accord. importants Donc outils. ces gars qui Mais n'ont en pas de revanche, dette, pas de créances particulières. ouais, qui se rémunèrent pas forcément avec leur activité, Mais qui ont, en laissent fait, tomber, quoi. ouais, et qui arrêtent tout simplement. Plus 37%, je trouve que cet aspect-là, il ne se voit pas beaucoup, et pour autant, c'est quelque chose, c'est un phénomène assez profond. Est-ce qu'il n'est pas lié à la très forte hausse depuis 3, 4, 5 ans du nombre de créations d'entreprises, tu Ouais. vois? Et donc, bon, bah voilà, c'est des gars qui ont essayé, On parle et bien, qui, effectivement, pour une raison ou d'entreprise, pour hein. une autre, oui, on parle bien C'est pas d'entreprise. des auto-entrepreneurs dont on parle, c'est pas de la micro-entreprise, c'est vraiment de l'entreprise dans la déclaration la plus D'accord, classique. d'accord. Donc ça aussi, c'est quand même un mouvement de bas bruit qu'il faut De surveiller. quoi est-ce que... Ah oui, et sur ce... Non, ajouter, c'est Erwan Tison qui vient de voir régulièrement à l'Institut Sapiens, par rapport à ce qu'on disait sur les difficultés de recrutement, qui a calculé, je crois que son chiffre, c'est 240 000, le nombre de salariés, en fait, notamment, alors il ciblait les secteurs des transports, hôtellerie-restauration, et il y en avait un troisième, où c'est une forme de rétention de main-d'œuvre. Exactement. C'est-à-dire que le problème de ces Les 30-40 000 entreprises zombies, c'est qu'elles tiennent aussi les salariés, qui seraient sans doute beaucoup plus productifs et beaucoup plus efficaces et peut-être même beaucoup plus heureux dans des entreprises plus saines et plus Ça dynamiques. participe probablement aussi au faible gain de productivité, enfin, à la disparition des gains de productivité que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as une décorrélation entre le PIB et l'emploi. C'est aussi parce que tu as maintenu de l'emploi là où, habituellement, le travail de crise te fait disparaître certaines entreprises et certains effectifs. Bon, avant de redémarrer sur le krach obligataire, la politique monétaire, etc., et tout, chose qui nous passionne, ce sujet, parce que je sais, Denis, que tu es très branché avec les industriels, etc. Je racontais hier que j'ai eu une discussion avec Estelle Brachlianoff, la patronne de Veolia, qui dit pour elle, sa priorité, enfin sa principale inquiétude aujourd'hui, c'est les pertes de parts de marché vis-à-vis des États-Unis. C'est quelque chose que tu, clairement. que De tu toute vois. façon, un chiffre, en gros, plus x14 pour le prix du gaz sur le marché en Europe, x3 aux États-Unis.
En fait, par rapport en 2019, le prix Oui, du mais gaz, est-ce que tu constates ça, ok, mais est-ce que tu constates, parce que tu es aujourd'hui client d'une entreprise industrielle en France, aller passer le même contrat aux États-Unis, c'est pas comme aller passer le même contrat en Allemagne ou en Pologne, quoi. Tu te rends quand même dans des difficultés légales et logistiques qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc je me demandais si cette crainte était une réalité. Voilà, c'est une crainte, c'est encore un état de crainte ouais. pour l'instant. Mais tu as quand même des messages qui sont envoyés, je crois que c'était Volkswagen notamment qui disait des messages, mais attendez, moi pendant 2 ans, et c'est là aussi le message des politiques disant, mais attendez, le problème de l'énergie, c'est pas tellement cet hiver qui est important, c'est l'hiver qui vient. Ouais. Donc ça veut dire que tu envoies un message à tes industriels en disant, bah, attendez les gars, on n'est pas certain de pouvoir vous sécuriser vos approvisionnements. Ou si on vous les sécurise, ça va être à des conditions de coût extrêmement élevées. Donc tu envoies un message qui est quand même pas très positif sur tes industriels qui, pendant 2 ans, ne comprennent que ça va être très compliqué pour eux. Ça, là-dessus, il y a une vraie tendance. Bon, moi, que j'étudie beaucoup de fonds sur le protectionnisme qu'on voit, et donc j'ai vraiment analysé en détail les plans de relance européens et américains, avec en plus le dernier plan qui vient d'être voté de 430 milliards cet été aux États-Unis. Le plan Biden, de écologique. Milliards, écologique, exactement. Et où il y a 2 choses. C'est vrai que sur l'Europe, on a fait beaucoup de relance et on avait l'idée, avec la relance, de faire du vert et du faire du numérique. C'était vraiment dans les objectifs par rapport à l'argent donné par l'Union européenne, même si après il n'y a pas de contrôle et pas de coordination parce qu'il n'y a pas de politique budgétaire commune. Aux États-Unis, on le voit, toutes les aides sont vraiment dans la transformation du processus productif. Donc ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'il y a des aides, mais ces aides, c'est on transforme pour être plus vert et surtout on les utilise pour protéger notre marché. La Commission européenne, tous les 2 ans, fait paraître son rapport sur les obstacles au commerce. Moi, je regarde depuis plus de 20 ans. Donc, quand on regarde la part de la valeur ajoutée justement dans le commerce étrangère qui ne cesse de baisser aux États-Unis, en Chine, et qui reste assez stable au sein de l'Union européenne, eh bien on voit la même chose pour les obstacles au commerce, mais sur le non tarifaire, pas sur le tarifaire. Et vous avez une explosion en la Chine. Ensuite, vous avez l'Algérie, vous avez la Russie, vous avez l'Inde. Donc c'est vraiment un processus Chine-États-Unis, mais également pays émergents. Et ça, vous avez beaucoup moins ça. Qui dressent des barrières à l'importation dans leur pays. Pour protéger leur marché. Non tarifaire. Donc en disant, c'est donc normes légales, voilà, etc. Exactement. On va essayer de faire la même chose en Europe, mais on est très en retard. Et là, on voit avec les plans de relance, parce que les quantités injectées n'ont jamais été aussi importantes. Quand les États-Unis, parce que là, ce qui se passe, c'est pour ça qu'on va perdre beaucoup de parts de marché, à mon sens. On le voit dans l'auto, c'est déjà le cas. On peut voir d'ailleurs, juste le dit à la régie, l'avertissement de Catherine Colonna. Là, ils sont en train de... moi, c'est ce que je regarde, on avait fait depuis 10 ans. Les chaînes de valeur mondiale, on a beaucoup parlé pendant la crise de Covid, et où est produit chaque étape de production. Et aujourd'hui, maintenant, pour la batterie qui arrive aux États-Unis, s'il y a plus de 40% qui vient de la Chine, c'est non. En tout cas, vous pouvez venir mais avec énormément de taxes et de toute façon, le consommateur, s'il achète ce type de batterie, il n'aura absolument aucune aide. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental au moment où nous, lorsqu'en effet, on a des prises de position que la Chine veut peut-être acheter le port d'Hambourg, on se dit, oh là là, on va quand même pas faire du protectionnisme, etc. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. On a vraiment une tendance que l'on voit au niveau macroéconomique, au niveau du commerce international, sur la Chine, les États-Unis, l'émergent, de protection. Et nous, qui mettons en place des règlements, mais qui sont vraiment très en deçà par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc on marque une pause. Des parts de marché, mais pas seulement. On marque une pause, puis on dira peut-être un mot du port d'Hambourg, alors, parce que je ne comprends pas cette histoire. Mais puisque tu as l'air informé sur le port d'Hambourg, on en dira un mot. Ouais. On marque une pause. On repart, les amis. Ouais, le port de Hambourg, Anne-Sophie, ils vont pas partir avec, hein ? Non. Non. Donc, non, mais enfin, pour moi, c'est simplement ce qui va nous amener sur la pote. Les Chinois peuvent aussi investir de manière raisonnable dans une infrastructure solide, avec des rendements garantis sur des dizaines d'années, et en plus, ils achètent de l'euro. Enfin, c'est du diversification d'investissement. Non. Là, je pense que quand on parle de bisounours, il faut quand même être assez réaliste. Ce que l'on dit, c'est 2 choses. Il y a les investissements classiques, et là, il n'y a pas de sujet. Plus c'est ouvert, plus on peut avoir des investissements étrangers, plus ça veut dire qu'on est attractif. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Et il y a ce qui est stratégique. Et c'est ça le sujet. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Je lis, ils vont modifier la politique douanière de l'Allemagne. Mais enfin, rien du tout, quoi. Mais bien sûr. C'est l'objectif. C'est pour ça que pendant la crise du Covid, la Commission européenne, l'Europe a travaillé en disant
il y a des secteurs qui sont stratégiques, et là, il faut faire attention, en effet, aux participations étrangères, notamment de la Chine. Bien évidemment qu'ils ne vont pas changer le commerce, bien évidemment qu'il ne va pas y avoir d'impact à moyen long terme. Le but, c'est d'avoir de l'information. Le but, c'est d'avoir une certaine influence et de dire, eh bien voilà, on voit que l'Europe, parce qu'en plus, l'Allemagne exporte quand même beaucoup en Chine, exporte tel ou tel produit, et ça leur permet d'avoir beaucoup plus une influence et une insertion que, en effet, changer juste économiquement ce qui se passe. Mais J'y crois pas. Je vois pas en quoi avoir 24% du capital du port de Hambourg te donne davantage d'informations que si tu les avais pas. À mon sens, c'est vraiment dans une stratégie globale, et sur ce qui est stratégique, c'est en effet les infrastructures. Il y a eu même débat pour le port du Pirée en Grèce. Bien sûr, mais je pensais de la même chose. L'aéroport de Toulouse. Ou l'aéroport de Toulouse, exactement. Pour les Alors l'aéroport, attention, vous avez 100% l'aéroport de Oui, Toulouse. bien sûr. Différent. Pour les infrastructures, pour les données, pour la défense, pour les moyens de communication. On se souvient donc là les députés qui étaient étonnés d'avoir Huawei pour en effet avoir accès, etc. Ça, c'est considéré comme stratégique. Et là, il faut faire attention. On n'a pas dit ah non, on est totalement contre, etc. On a dit on regarde, on fait attention, parce que la question que tu ne poses pas, c'est est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que nous, en Chine, on peut faire ce genre de choses? Non, mais Est-ce que on l'a jamais aux pu. États-Unis- Ouais. Pardon? Non, oui, c'est vrai, mais on l'a jamais pu. Aux États-Unis, si. Aux États-Unis, tu peux investir, toi, Non, je suis enfin, d'accord. BDO. En Chine, tout à fait, on est très Les très- investissements Voilà. dans les ports chinois, c'est notre époque. Oui, non, les ports chinois. Mais est-ce que la réciproque est vraie? Et il ne faut pas le voir comme juste un investissement dans un port, voilà, parmi tant d'autres. Et en effet, tu as raison, c'est très important de regarder. C'est pas du tout majoritaire. Mais ça, à mon sens, c'est une stratégie globale. Et je trouve que c'est bien. On n'arrête pas de critiquer Laurent en disant, voilà, on fait rien, etc. Et les chiffres sont quand même là. Qu'il y ait en tout cas un veto, en tout cas un regard particulier sur ce qui est acheté. D'accord. Parce que c'est considéré comme stratégique. Clément? Oui, moi j'ai envie de dire, tant que c'est 24%, moi ça ne me pose pas Voilà. de soucis. Je crois que la Tant que seule 24%. crainte que j'aurais, c'est effectivement si la Chine veut vraiment développer sa stratégie d'influence dans une logique de guerre économique, y compris vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis, le danger ce serait globalement d'essayer de lui donner la possibilité de désorganiser en fait le transport maritime, ce qu'elle ne peut pas faire quand elle a que 24% d'un port. À partir du moment où elle en aurait davantage, effectivement, on pourrait très bien considérer que le gouvernement chinois, en cas de conflit majeur, essaierait clairement de mettre le bazar, vous voyez, dans des ports comme Hambourg, en retardant, je sais pas, des embarcations. Mais non, mais c'est une infrastructure, Clément. Bien sûr. Le seul Quand on sujet, en possède fait. l'infrastructure, est-ce qu'on peut pas essayer de désorganiser l'organisation elle-même de l'infrastructure si vraiment on veut faire suer ses voisins, vous voyez, ses partenaires commerciaux. Bon, enfin, Disons La que question, c'est moi, pourquoi en Chine moi, enfin, c'est que vu ce qui arrive en cette Russie, question, pourquoi en Chine, Voilà. les infrastructures, les étrangers n'ont pas un accès libre, et pourquoi il y a autant d'obstacles? Mais parce que la Pour y Chine avoir est une accès. dictature épouvantable. Enfin, la réponse, elle est claire. Tu peux pas comparer nos deux systèmes, Anne-Sophie. Ça n'a Non, mais aucun là, c'est sens pas- de c'est trop comparer nos deux facile d'avoir systèmes. cette réponse. Si, C'est trop facile ça n'a d'avoir cette aucun réponse. sens de comparer Ouais, nos deux la systèmes. dictature, pour le commerce, il n'y avait pas, on était ouvert, Il on se était trouve ouvert à que- tous, etc. Donc à ce moment-là, c'est le même discours à l'OMC. Mais non, on ne protège pas notre marché. Mais non, justement. Imaginons. Pourquoi est-ce que tu veux caricaturer? Non, c'est pas le même pas de la discours. caricature. Là, en l'occurrence. Et C'est les moi, je me faits. souviens, j'avais regardé de très près l'histoire parce que on avait à l'époque, c'était le début du financement participatif, et il y avait à Toulouse un entrepreneur incroyable qui voulait racheter en fait lui l'aéroport de Toulouse. Enfin. En financement participatif. Ça avait été une opération assez dingue que j'avais adorée. Et effectivement, si tu es à 100% d'une infrastructure comme l'aéroport du Toulouse, et on n'est pas des bisounours, là tu peux avoir un sujet. Et là effectivement, à mon avis, plus d'ailleurs en s'arrêtant d'investir. Tu peux dégrader sérieusement en fait une infrastructure en s'arrêtant d'investir. Ok, là on est d'accord. Mais pas 25% en plus d'un truc Non, mais là, comme on le parlait port la de Hambourg. réciprocité. Mais non, la On va- réciprocité, tu l'as pour rien, Anne-Sophie. Tu l'as pour Mais- rien. Tu l'as Bon, pas pour bah les alors, services à ce moment-là, financiers, tu l'as pas pour imaginons, l'industrie, tu l'as pour rien. Imaginons 5 minutes que ce soit la Russie. Est-ce qu'on accepte, je veux dire, au-delà de. Voilà, est-ce qu'on accepterait, vu ce qu'on a vu en ce moment en Russie, que la Russie ait une influence sur un de nos ports majeurs? La réponse étant plutôt non, même si on n'est pas du tout dans cette relation de conflictualité avec la Chine. 24%, moi, ça ne me dérange pas. Si c'était plus de 50%, on n'aurait pas envie en fait, d'avoir une puissance étrangère qui pourrait. En l'occurrence, Voilà, c'est 24%. 24%. En l'occurrence, c'est 24%. Vas-y, je t'en prie, Denis. Je- Ah, dis donc, je pensais pas. Débat enflammé sur le port de Hambourg. Juste un mot pour décentrer un petit peu l'analyse. Et effectivement, le mot Russie est très important. Il faut se rappeler que le grand dessein de Xi Jinping, c'est quand même les routes de la soie. Et il y a quand même un joli sujet qui est arrivé avec la Russie. Je me souviens qu'on avait parlé des problèmes de train qui circulaient très mal Bien sûr. depuis le déclenchement du conflit. Mais on se repose la question des ports. Ça faisait un moment que les Chinois n'avaient pas fait d'incursion dans les ports européens. On en reparle maintenant pour pouvoir sécuriser
justement ces routes de la soie, c'est-à-dire compléter par du maritime, ce qui passera peut-être un petit peu moins bien par du ferroviaire. À Hambourg, t'es loin des routes de la soie quand même. Oui, où est-ce que ça arrive les routes de la soie? Non, que la question se pose sur la corne de l'océan Indien, sur la corne de l'Afrique, etc. et tout, où effectivement, en plus, les systèmes politiques, les systèmes légaux peuvent apparaître comme moins stables et sans doute être sous influence des Chinois ou de Bolloré à une époque en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Oui, évidemment. Ouais. Mais on n'est pas dans ce cas-là. Non, et je trouve qu'on s'invente des peurs, alors que... Non. Et on va s'amener ça... On va aller sur le prochain sujet. Alors que, en fait, ma conviction, c'est que les Chinois achètent de l'euro. Et que, justement, notre monnaie européenne, on devrait plutôt prendre ça comme un signe de confiance. C'est que ce n'est pas un partenaire neutre. C'est juste ça que je veux dire. Et qu'à un moment, il faut juste en avoir conscience. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas pour ça qu'on ne veut pas faire des affaires, etc. Mais en tout cas, il faut quand même l'avoir à l'esprit, qu'il y a quand même des stratégies derrière. Quand même, si on peut retenir quelque chose du conflit avec la Russie, c'est quand même ce genre de choses. C'est nos grands amis il y a quelques années et on voit dans quelle situation de dépendance on s'est mis. Donc il faut quand même apprendre de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire de commerce avec la Chine, etc. C'est pas du tout comparable. Mais il ne faut pas être neutre. Il faut voir ce que eux font dans leur zone. J'en ai beaucoup parlé du RCEP, le premier accord commercial, les billes qu'ils mettent partout dans leur région, ce qu'il faut aussi avec les États-Unis. Et nous, en avoir conscience pour agir en conséquent. Et justement, ne pas être des bisounours, comme tu es totalement contre ça, de toute façon. Une dernière remarque, moi je suis toujours frappé de voir à quel point l'histoire se répète. Ouais. Alors, cette crainte de la Chine, je ne sais pas si vous connaissez ça, elle a été historique. Et il y a un ouvrage en 1902 de Edmond Terry, alors je suis désolé pour le titre, qui s'appelait à l'époque Le Péril jaune. Absolument. Et déjà à l'époque, donc c'est quand même il y a plus d'un siècle, on disait attention, la Chine se réveille, elle va envahir les puissances occidentales. C'est une dévastation possible pour notre empire industriel naissant. Phrase clé, l'ouvrier à 1 sou, il parlait du chinois, tuera l'ouvrier à 1 franc. Oui, bien sûr. Ça, c'est Jean-Marc Daniel, ça. Ah bah oui, c'est un des livres de chevet de Jean-Marc Daniel, mais évidemment. Le Péril jaune. Et je trouve, c'est marrant de voir à quel point l'histoire se répète et notre crainte de la Chine, comme elle est quand même assez régulière, même si aujourd'hui, effectivement, tout laisse penser que c'est tout sauf effectivement un partenaire neutre, avec une idéologie et avec une volonté de puissance assez radicale derrière. Et au moins affirmée, là, cette fois-ci. À mon sens, c'est pas forcément... moi, je suis pas du tout sur les thèses de vouloir envahir, de vouloir dominer l'Europe, etc. C'est vraiment une stratégie d'influence en se disant qu'il y a des révolutions importantes qui se font et que donc on aura déjà des jeux d'alliance qui vont être excessivement puissantes. Et l'idée, c'est de se dire, il y aura sûrement des conflits larvés, territoriaux et autres, mais on aura toujours des relations économiques. Et donc, à ce moment-là, d'avoir des alliés, c'est excessivement important. On l'a vu avec la guerre en Russie, qui a voté pour ou contre au Conseil de sécurité. Et on voit là qu'on a des tribunes aussi anti-pays occidentaux, etc. Donc, il y a vraiment une vision qui est beaucoup plus globale, géostratégique, que juste on fait notre commerce. Ça, les autres en ont conscience. Nous, des fois, je trouve qu'on est encore un petit peu à l'ancienne en disant voilà, on voit le péril. Non, ils ne veulent pas demain envahir l'Europe, etc. Absolument pas. Mais il y a une stratégie d'influence qui est pensée. Il faut rappeler, ils font leur plan à moyen long terme, sur 20 ans. Ils ont une vision où on n'a rien. Et il ne faut pas être naïf par rapport à ça. C'est tout. Denis ? Non, mais... arbitre l'arbitre des élégances, déjà. Ouais, voilà. Et effectivement, non, je pense qu'il y a une pensée qui est très claire. Enfin, les Chinois n'achètent pas un port américain. Bon, déjà, ils n'auraient pas la possibilité de le faire. Ils n'auraient pas la possibilité de le faire. Mais je reviens sur mes histoires de route de la soie. Il y a vraiment un besoin de sécuriser des routes qui sont pour l'instant extrêmement menacées. Pourquoi est-ce que vous acceptez de voir partout une espèce de pensée profonde et des plans stratégiques militaro-hostiles, et ne pas voir ce qui, à mon avis, est beaucoup plus simple, c'est une économie aujourd'hui qui se pose des questions très très importantes, qui vit un krach immobilier comme le monde occidental n'en a pas connu, et qui cherche à sécuriser des investissements. Exactement. On peut avoir les deux. Et le port de Hambourg, c'est super. Si j'avais les moyens, je prendrais 25% du port de Hambourg. Il n'y a aucun doute. Et c'est improcionnant à voir. Ah, ben c'est phénoménal à voir. Hallucinant. Bon, il faut le voir avant 3h de l'après-midi, parce qu'après il fait nuit, mais sinon, c'est impressionnant à voir. Krach obligataire. Denis ? Oui, krach obligataire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, et t'as pas tort, mais c'est plus compliqué que les actions, en fait. Ah oui, non, mais un krach des actions, ça va, on le voit bien, ça fait la une de tous les titres, enfin, il n'y a pas de problème, mais un krach obligataire, personne n'en parle. Ouais. C'est pourtant quand même autrement plus engageant, parce que les marchés obligataires sont dans un rapport de... 1 à 4 à peu près par rapport à des marchés d'actions. C'est à peu près ça, en fait. L'essentiel des investissements se font sur des obligations. Tu veux dire qu'il y a 4 fois plus de volume sur l'obligataire que sur l'action. À peu près.
Donc tu as beaucoup plus d'investissements qui se font sur ces véhicules, qu'ils soient des véhicules gouvernementaux, qu'ils soient des véhicules corporate, Ouais. les émissions d'entreprise. Qu'est-ce que l'on voit avec la hausse des taux? Les prix des obligations varient en sens inverse des taux sur les obligations. Remontée très forte des taux des obligations, chute très forte des prix des obligations. Depuis le début de l'année, si tu prends une maturité moyenne entre 7 et 10 ans sur des titres européens, des titres gouvernementaux, tu as moins 20% de valeur des obligations qui intervient. Moins 20%, so what? Moins 20%, Pour les actions, ce serait un crack. pour les actions, ce sera un crack. Passage Pour les- en fameux bear market. Voilà. Exactement, tu as un passage en bear market. C'est l'ampleur dans laquelle on est. Quelles conséquences est-ce que cela a? Cela va vouloir dire, pour ceux qui détiennent des obligations provisionnées par rapport à des pertes. En plus, le crack obligataire, personne ne s'en rend compte immédiatement. Le crack obligataire, tu vas le voir quand vont arriver tes relevés de ton assurance vie, qui va dire, non, finalement, la valorisation n'est plus tout à fait celle que l'on avait annoncée, parce que là, tu auras une valorisation mark-to-market qui est annoncée à l'épargnant qui a apporté des fonds dans son assurance vie. Et on se rend compte qu'en fait, le patrimoine que l'on a constitué, il est peut-être un petit peu plus dégradé que ce que l'on imaginait, parce que le crack obligataire sera passé par là. Donc il y a quand même... Ça peut fragiliser les banques, cette histoire. Les banques, pas tellement, mais ça ne va pas faire non plus, peut-être plus les assureurs, mais tu ne vas pas avoir l'équivalent du bank run où tout le monde retire. Non. Tu ne vas justement. pas l'avoir au niveau des assurances. Non, mais en revanche, ça peut changer ton comportement, ça peut amplifier un phénomène récessif, dans le sens où tu es ménage, tu constates que ton patrimoine, le patrimoine, c'est pas autre chose que du pouvoir d'achat. Oui, mais futur. attends, c'est ça que je ne comprends pas, Denis, parce que là, ce qu'on va constater, ce que les banques vont faire quand même, c'est remonter le niveau de rémunération de l'assurance vie. Oui. Donc, toi, ménage, tu ne vas pas le constater du tout, le crack Mais- obligataire. Même si tu remontes, si, parce que c'est dans la valorisation qui va être annoncée. La valorisation, elle va être plus faible, puisque les titres qui sont portés dans les fonds dans lesquels tu as investi par ton assurance vie, les titres, normalement, se sont dépréciés. Si tu es en unité de compte. Pas si t'es en fonds en euros. Si tu es en unité de compte. Oui. Voilà, si tu es en unité de compte. Or, on est massivement investis, nous, Français, en fonds en euros. Et là, la rémunération, elle va obligatoirement remonter pour suivre le livret A. L'inflation, on a eu encore des records sur le livret A, etc. Elle sera aussi toujours un peu décalée par rapport à C'est là où je me dis, parce que tu as raison, les banques vont le prendre dans leur bilan, ce crack obligataire, et néanmoins, il va falloir qu'elles servent, et les assureurs, qu'elles servent peut-être Exactement. une rémunération supérieure pour le fonds en euros. Et d'ailleurs, plus la maturité que tu détiens est longue, plus la perte de valeur est importante. Rappelle-toi ce fameux fonds autrichien qui avait été lancé, un fonds avec, enfin pas un fonds, mais une obligation à 100 ans, émise à 1% de rendement. Elle a été émise en 2017. Aujourd'hui, elle cote 30% de sa valeur initiale. Donc ceux qui ont acheté de l'obligataire Ouais, mais autrichien en à même temps, 100 t'es ans... à 100 ans. Ah oui, On enfin, verra. t'es collé avec. T'as de quoi te refaire. Oui, t'es T'es collé collé avec, avec, mais t'es à 100 ans. Donc, Ouais. Non, mais d'ailleurs, tu vois, il faut toujours penser qu'est-ce qu'a été l'Autriche pendant les 100 dernières années. C'est ça que je trouve hallucinant, quoi. L'Autriche était un pays qui est passé d'un empire, qui a connu un Anschluss, qui a été occupé par la Russie jusqu'en 1955. Vienne était russe jusqu'en 1955. Et donc, tu regardes en arrière pendant 100 ans ce qui s'est passé en Autriche et tu imagines que pendant 100 ans, il ne va rien se passer. non, encore une fois, comme les Chinois avec le port de Hambourg, tu achetais de l'euro. Ouais. Tu achetais la stabilité européenne. En tout cas, tu n'achetais pas du rendement. Hein. Mais non, c'est t'achetais sûr. pas du rendement, t'achetais la sécurité. Ouais. Et ça, de la valeur. Et alors, maintenant, on peut, nous, s'affoler à droite à gauche et tout, mais regarde le monde et cherche des pôles de sécurité. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, d'accord, il n'y en a Voilà. pas beaucoup. Voilà. Ouais, voilà. ouais. Mais non, en tout cas, le crack obligataire aura des répercussions que l'on ne mesure pas encore. Mais il aura des répercussions, je pense aussi, dans les comportements des agents, à savoir que tu vas être incité à faire encore un petit peu plus d'épargne parce que tu vois que ton patrimoine... Et conditions de financement des entreprises ? Non, a priori, non. Conditions de financement des... J'ai discuté avec la Banque de France fin de semaine dernière, là, pour eux, il n'y a rien de grave. Pour l'instant, non, il n'y a rien de grave. Et même, d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes auprès des établissements de crédit sur les conditions, comment est-ce qu'ils anticipent pour relever les conditions, les durcir ou pas, ça ne bouge pas tellement jusqu'à présent. Plus compliqué pour les ménages, en revanche. Les conditions d'attribution de crédit deviennent beaucoup plus dures désormais pour les ménages que pour les entreprises. Anne-Sophie, un mot On pourrait se là-dessus ? dire, avec ce crash, on va aller peut-être plus vers l'immobilier, hein, mais c'est vrai qu'avec la hausse des taux, on voit que ça ne sera pas forcément le cas. Donc, ce qu'on va
pourtant voir, et à mon sens, c'est ça qui peut être un peu négatif et récessif, c'est qu'on va avoir une surépargne qui va continuer. On voit qu'on est quand même déjà à 16% de taux d'épargne, on est 2 points de plus avant la crise. On s'attendait plutôt, les prévisions de début d'année, on était à 14, donc on s'attendait encore à une année de très forte désépargne. Ça a complètement échoué et les anticipations sont encore à la hausse pour l'année prochaine. Donc c'est ça, à mon sens, qui est assez négatif, sachant que nous... Alors que normalement, l'inflation devrait nous pousser à consommer, c'est dans le, Eh bien, non. dans le modèle. Eh bien non. Ah bah ça dépend quel modèle. Ça dépend quel modèle. Pas très bien. Ça dépend quelle inflation aussi. Ça dépend quelle inflation. Si l'inflation se porte principalement sur l'énergie, sur l'alimentaire, ce ne sont pas des produits que tu peux accumuler. Enfin, ok, tu peux remplir ta citerne de fuel, mais c'est tout. Quand on voit vraiment les enquêtes des ménages vrai, sur pourquoi ce taux d'épargne-là, on a fait vraiment une enquête assez approfondie, notamment sur les complémentaires santé, est-ce que vous allez revoir aussi vos contrats d'assurance, prendre des choses moins chères vu l'inflation. Ce qui est très compliqué, c'est comme c'est l'alimentaire, c'est en premier d'ailleurs devant l'énergie, ils n'ont pas d'anticipation sur les hausses de prix. Donc ça, c'est excessivement anxiogène parce que c'est vu comme, en effet, la base. Alors que là, on voit déjà des baisses sur les achats de vêtements, de loisirs. Ça, c'est déjà acté, ça va continuer. Mais en se disant, bah voilà, l'alimentaire, c'est en premier et ça va augmenter. Donc ça, vraiment, j'y touche pas. Ensuite, l'énergie, c'est pareil, ça va pas du tout s'améliorer, même si on a une baisse de l'inflation. Et ensuite, du coup, je commence déjà à réduire mes consommations d'alimentaire, de loisirs, de choses qui sont pas essentielles, ou je réduis la somme que j'alloue. Et après, je touche en effet aux complémentaires santé, à toutes les assurances pour avoir des choses moins chères. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment ce côté qui est anxiogène. On ne maîtrise pas, en fait, l'augmentation des produits de base. Et ça, c'est très, 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 ça favorise vraiment une très, très grosse épargne. Ouais, moi j'ai deux petites remarques. D'abord, je suis assez d'accord avec Denis, je suis peut-être un tout petit peu plus pessimiste sur la gravité du krach obligataire. Et j'invite vraiment tout le monde à relire ce qu'avait écrit Patrick Artus il y a quelques années sur la folie des banques centrales avec Marie-Paul Virard. Et c'était vraiment une sorte d'annonce en disant est-ce qu'on peut utiliser le bilan d'une banque centrale volontairement pour provoquer, enfin le bilan, donc créer volontairement une bulle obligataire à des fins de politique monétaire. Bah, la réponse c'était plutôt non, c'est très dangereux. Il y a quand même pas mal d'assureurs qui sont assez exposés à ces obligations. Juste le point de quelque part qui fait qu'on ne panique pas, c'est quand même que la remontée des taux est pour l'instant assez progressive. Et on se rappelle d'ailleurs de l'engagement qu'avait pris à l'époque Benoît Cœuré quand il était membre du directoire, en disant bah, de toute façon, si jamais il y a une sortie, à l'époque c'était si jamais il y a une sortie de la politique monétaire, à la fois non conventionnelle et conventionnelle, bah, ce sera de toute façon très lent sur des années. Donc ça, c'est probablement ce qui évite qu'il y ait une crise absolument majeure, parce que si la Banque centrale, du jour au lendemain, relevait de 4 ou 5 points son taux d'intérêt, là, effectivement, ce serait beaucoup plus grave. Deuxième remarque, moi, j'ai déjà dit ici, je ne crois absolument pas à un relèvement durable des taux d'intérêt des banques centrales, en particulier de la BCE. Je sais que c'est pas forcément consensuel, mais moi je ne crois pas que la Banque centrale européenne relèvera ses taux longtemps, ou, si elle le fait, qu'elle s'abstienne de faire une autre politique de manière parallèle, par exemple, tout en maintenant des taux un peu plus élevés, ou voire en relevant encore un petit peu son taux refi. Peut-être qu'elle pratiquera une autre forme de quantitative easing. Après tout, Christine Lagarde n'a jamais vraiment précisé ce qu'elle entendait par des instruments inédits qui viseraient, par exemple, à éviter des spreads de taux sur les pays les plus endettés. On a parlé de la fragmentation, quand même. Voilà, la fragmentation. Mais on ne voit pas encore vraiment concrètement quel type d'instrument différent, éventuellement, de ce qui a déjà été utilisé, pourrait être utilisé. Et dans tous les cas, s'il y a un instrument comme ça qui est utilisé, bah, c'est quand même de la politique plutôt expansionniste. Et ce serait assez d'ailleurs intéressant de voir qu'il y aurait des usages traditionnels, à savoir plutôt les taux d'intérêt qui seraient plutôt, alors sans être restrictifs, au moins, disons, pas expansionnistes, et d'autres instruments de la politique monétaire qui seraient complètement en soutien de la politique budgétaire. Mais en fait, c'est... Et le krach obligataire va dans ce sens. S'il y a un krach obligataire, évidemment que la stabilité financière est désormais quand même un des mandats plus ou moins assumés de la politique monétaire. La grande question, en fait, c'est si tu penses... En fait, ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas, est-ce que l'inflation est aujourd'hui le résultat de la politique monétaire expansionniste de ces 10 dernières années ou pas? Je ne sais pas s'il y en a qui croient ça. Et alors, à partir du moment où tu dis ça n'est pas le résultat, effectivement, une fois que tu as fait un peu d'agitation pour essayer de cranter les anticipations et dire aux gens « Oh là là, on va se fâcher très très fort contre l'inflation » pour essayer de calmer la machine, tu n'as aucune raison de ne pas reprendre ce que tu faisais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. de dire que l'inflation actuelle n'est quand même pas très liée à l'évolution de la politique monétaire. Donc il n'y a aucune raison en fait de ne pas revenir assez vite
sur une à politique mon sens, monétaire juste très expansionniste. Pour nuancer par rapport à ça, le grand problème de la BCE, c'est vraiment la dichotomie entre les pays de la zone euro. Parce que c'est vrai qu'entre du 10% dans les pays du Nord, les pays baltes, n'en parlons même pas, les pays du Sud qui sont quand même pas du tout sur le même profil, c'est ça, à mon sens, la grande difficulté. Elle a quand même ce mandat de 2%. Donc ça, à un moment, même si on sait que c'est de l'inflation importée, qu'on dit qu'elle n'a pas réagi assez vite, ça, c'est quand même un fait. Donc à mon sens, ça devra quand même remonter les taux pour vraiment avoir cet objectif de juguler l'inflation. Mais en effet, comme c'est de l'inflation importée, c'est vrai que c'est une solution au niveau alimentaire, énergétique, ça peut baisser aussi très vite. Puis à mon sens, ce qu'elle va beaucoup regarder, elle l'a dit à chaque fois, hein, c'est vraiment la récession en Allemagne, à mon sens, qui est vraiment centrale. Hein, de quel niveau elle sera, est-ce qu'elle aura un impact récessif sur l'ensemble de la zone euro, et est-ce qu'on va basculer vraiment sur ce très 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 fort ralentissement de la croissance, voire de la récession. Et à mon sens, si on bascule dans ce scénario, là en effet, la hausse des taux sera pour plus tard. Denis ? Quand même, sur l'aspect monétaire, il ne faut pas oublier de regarder la masse monétaire qui est intervenue en 2021. En 2021, elle faisait plus 15%, la masse monétaire mondiale. Alors, pendant toute la décennie 2010, elle progressait aux environs de 5-6%. Donc, à ce moment-là, oui, il y avait un bilan bancaire qui était très fort, mais qui n'enclenchait pas une création de masse monétaire, c'est-à-dire de distribution de crédit. En revanche, en 2021, on a eu une accélération soudaine. Et ça a été un des facteurs déclencheurs de l'inflation, de mon point de vue. Mais avec d'autres éléments qui sont en fait tous en train de revenir en arrière. On a la baisse des prix de nombreuses matières premières. La masse monétaire, désormais, ne progresse plus que de 6%. On a également du rééquilibrage qui est en train de se faire sur le marché du travail américain. L'offre de travail progresse désormais plus que ne le fait la demande de travail aux États-Unis. Donc, en fait, on a une collision de tout un ensemble de phénomènes. Confirme ce que pense Clément, c'est qu'ils n'ont pas besoin non plus d'aller monter les taux trop vite. Et en fait, on peut être surpris sur l'inflation. Dernier, parce que je suis en train, à chaque fois, vous m'intéressez, donc je me fais déborder. Et politique de l'offre, non, il faut en dire un mot, puis à la limite, je continuerai le débat demain. On va voir, c'est le journal Le Monde qui avait mis ce débat... j'allais dire, dans le débat public. Non, ça reste très très limité quand même, hein, on en parle moins que du salaire de Mbappé. Tiens, on n'a pas parlé du salaire de Mbappé. Vous en pensez quoi ? Donc l'histoire, c'est des députés de la majorité qui disent exonération de charges sur les hauts salaires. C'est au-dessus de 2,5 ou 3 SMIC, je crois, je n'ai pas noté. Oui, c'était les questions. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est les salariés qui en profitent, ça ne fait rien pour la compétitivité de l'industrie française. Denis, tu l'as tranché ce débat-là ? C'est plus sur les questions d'attractivité qu'il faut regarder. Mais effectivement, il faut faire très attention aux segmentations que tu crées dans les politiques de baisse de charge. À l'inverse, ce qui s'est passé, la politique de baisse de charge quasiment généralisée sur les bas salaires, tu as créé des trappes à bas salaire. C'est-à-dire tu crées des personnes qui ne peuvent plus changer. Tu ne peux plus en sortir. Tu n'en sors plus. Donc, tu es à 1 600 € aujourd'hui, si ton patron veut te donner 100 €, ça va lui en coûter 300, quoi. En gros, hein, c'est ça l'idée. Tout à fait. Mais cette politique de baisse de charges sur les hauts salaires, en termes d'attractivité, je ne suis pas certain que ça ait fait grand-chose, mais tu as eu en revanche une évaluation qui se fait maintenant sur les premières évaluations sur la réforme de la fiscalité du capital, qui te dit que ça t'a quand même permis de faire ramener certains expatriés. Donc tu as, c'est limité, mais 50 personnes en plus, 50 personnes en moins. Mais par rapport ça allait au-delà et surtout, non, ça va pas au-delà, Denis. C'est 50 personnes. Si c'était un peu plus. Allez, 100. Bon, allez. On le fait à 100. L'observation des grandes variables économiques ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes, donc fiscalité du capital et notamment ISF. En particulier, il n'est pas possible d'estimer par ce seul moyen si la suppression de l'ISF a permis une réorientation de l'épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprises. C'est ce que dit le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, où les mecs ne doivent pas finir leur journée en sang, quoi, parce que globalement, ils nous disent on ne peut absolument pas. Mais à la limite, je le laissais de côté, parce qu'on n'a plus trop le temps. C'était vraiment sur les charges, les salaires industriels, quoi, parce que clairement, c'est les salaires industriels que ça vise. Oui, et je pense à mon ami Denis Grandjean, qui doit être furieux quand il entend ça, quoi, en disant vous voulez continuer à détruire l'industrie, allez-y les gars, continuez. Oui, mais la question, en fait, l'industrie, elle a évidemment, il y a quelques secteurs industriels qui embauchent beaucoup de salariés à très faible
faible salaire, mais l'essentiel de l'industrie se trouve concentré dans le milieu de la distribution des salaires. Et en fait, c'est cette proportion-là qui n'a pas forcément de dispositif particulier. Donc en fait, tu as ciblé des populations à chaque fois très spécifiques. Tu as une autre mesure qui est proposée, qui est de baisser les charges sur les 60-64 ans pour favoriser l'emploi des seniors. Donc en fait, à chaque fois, tu réfléchis sur un public particulier et tu n'as pas une lecture d'ensemble, là où en réalité, c'est un problème général de niveau de prélèvement qui pèse sur l'économie. Et en fait, on met des rustines en favorisant plus ou moins une catégorie, ou en tout cas en essayant de jouer une catégorie par rapport à l'autre. Clément ? Oui, je suis assez d'accord. Il y a une très bonne note du Conseil d'analyse économique sur les baisses de charges, Stop ou encore, notamment de Philippe Martin, qui donne à peu près cette conclusion en disant le problème des baisses de charges telles qu'elles ont été réalisées, c'est qu'elles touchent, sans évidemment vraie distinction, les emplois délocalisables et ceux qui ne sont pas délocalisables. Ça sert globalement à rien, si on est vraiment dans cet objectif de compétitivité, d'avoir des emplois de service qui sont totalement exonérés de charges au niveau du SMIC. Si on est plutôt effectivement dans une approche emploi nomade, emploi sédentaire, donc on essaie globalement plutôt d'aider à la compétitivité des emplois qui pourraient être remplacés par les ouvriers dans d'autres pays, effectivement cette politique de baisse de charges sur les bas salaires, elle n'est pas très satisfaisante. Et donc il vaut mieux maintenir celle sur les salaires intermédiaires. Oui, d'autant qu'elle est quand même pas du tout de la même ampleur que sur les salaires au niveau du SMIC. C'est clair. Ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, la conclusion du rapport du CAE était plutôt dans ce sens-là, en disant les politiques de baisse de charges sur les bas salaires sont efficaces, mais le problème c'est que c'est pas du tout circonscrit. Et sur les salaires intermédiaires, 2 SMIC, 2,2 SMIC, 2,3 SMIC, c'est probablement, curieusement, encore un peu insuffisant. Au-delà de 3,5 SMIC, il y en existe très peu, et là, évidemment, ça ne se justifie pas. Au-delà de 3,5 SMIC, c'est plus du tout... Sur l'industrie, la grande qui est visée. question, mais bon, ça c'est vrai que c'est le cas depuis le rapport gallois, c'est quand même la question de la montée en gamme. Et quand on compare toujours par rapport à l'Allemagne, c'est pas le problème de la rémunération. Et vous avez beaucoup de personnes très qualifiées. On n'est plus dans le problème du coût du travail parce que vous êtes à un niveau de gamme de l'industrie où vous n'avez pas ce problème de compétitivité coût. Donc l'idée, c'est de se dire, de basculer de plus en plus en réindustrialisant sur le hors-coût. Si, quand même, je pense non, mais tu as besoin de tout. Oui, mais tu as besoin de tout, Anne-Sophie. On a besoin de tout. Tu as besoin de marge pour investir. Donc, tu as besoin de retrouver de la... Dans une zone euro, on a la même monnaie. Si on commence à vouloir se spécialiser là où sont très très bons nos voisins, où ils sont plus compétitifs, non. Donc, c'est pour ça que si en effet on avait une vraie politique industrielle européenne, on se poserait beaucoup moins ces questions. On serait à mon sens beaucoup plus efficace. Oui. Voilà. Non, mais ça c'est clair. Si on avait une politique... Tu ne peux pas nier qu'on est dans une zone monétaire unique et qu'on a nos concurrents italiens et allemands. Bien sûr. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, tu dois aligner peu ou prou le taux de prélèvement pour que ton industrie soit compétitive. La question aussi, c'est sur quel type d'industrie. Si on s'aligne, on n'est pas du tout sur le même niveau de gamme d'industrie, il ne faut pas non plus se tirer une balle dans la tête. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, que la France a fait beaucoup dans l'industrie automobile. Hein. On a essayé vraiment d'aller sur les charges, on a vraiment essayé d'aller sur les coûts qui étaient plus importants. Et bien du coup, on n'est plus sur le même niveau de gamme que les Allemands, qui du coup sont spécialisés sur du très haut de gamme et n'ont plus du tout de problème de salaire ou de rémunération. Donc ça, à mon sens, c'est quand même un aspect de cette politique, en tout cas industrielle, qui est central et qu'on ne peut pas décorréler des incitations sur la fiscalité. En tout cas, les politiques de baisse de charges, quand elles ont été concentrées uniquement sur les bas salaires, elles avaient un objectif, non pas de compétitivité, mais elles avaient un objectif d'emploi. Et de fait... Et de lutter contre le travail au noir. Oui, de lutter contre le travail au noir. Et de fait, l'objectif a été atteint. Mais en revanche, tu as créé une aspiration, tu as créé une structure de l'emploi qui s'est déformée vers le bas. Ouais. Et quand on parle de disparition de la classe moyenne, c'est parce qu'en fait, tout le monde s'est retrouvé plutôt aspiré sur des trappes à bas salaire dont il est très compliqué de sortir. Tout à fait. La grande difficulté, c'est effectivement de trouver les passerelles qui te permettent de remonter l'échelle. Et en fait, plus tu écartes les barreaux de l'échelle, plus c'est difficile à monter. Et c'est bien ce qui se passe avec des seuils de partout, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC. Donc, au bout d'un moment, tu ne franchis plus les cotisations sont en plus sur des seuils différents. C'est-à-dire que c'est quand même assez complexe. Même pour les chefs d'entreprise, c'est pas le truc le plus lisible, les exonérations de charges. Ouais. Merci, chers amis. Merci pour l'ensemble de ces débats. Et puis, on se retrouve demain pour continuer cette discussion sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.